Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de votre émission Dites-nous la vérité. Qui l'eût cru qu'au début du deuxième mandat de Félix Tshisekedi, un tel débat allait s'imposer? On parle du débat sur la révision ou le changement de la Constitution. Vous l'avez compris, il sera donc question de ce sujet dans le cadre de ce nouveau numéro. Et pour parler de cette Constitution, de l'historique, de l'avant, l'après, est-ce qu'il faut ou pas changer ou réviser la Constitution de la République démocratique du Congo? J'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui n'est plus à présenter, mais aujourd'hui je le reçoit dans sa casquette d'analyste politique. Jean-Claude Poutou, bonjour et bienvenue. Bonjour Olivier. Vous êtes Merci. également défenseur de droits humains, activiste dans la lutte contre la corruption, le détournement, la transparence des finances publiques. Mais aujourd'hui, on vous reçoit en tant qu'analyste politique parce que vous êtes chercheur, politologue. Oui, c'est ma première vie, c'est ma première carrière. Je suis professeur de sciences politiques. Je suis l'actualité congolaise depuis des années. Donc j'ai la chance de pouvoir connaître mon pays, parler avec des gens, agir sur les terrains. Donc ça me permet d'aborder les sujets qui intéressent l'avenir de cette nation. On rentre à Kisangani, c'était la semaine passée. Le président de la République arrive dans le chef-lieu de la Tchopo et l'une de ses premières phrases, ses premières affirmations, c'est pas la seule. Elle a parlé de beaucoup de choses, mais ce qui a beaucoup plus retenu l'attention des gens, c'est cette volonté de changer ou de réviser, pas de changer, mais de réviser la Constitution. Vous étiez où et qu'est-ce que vous vous êtes dit? J'ai envie de dire que j'ai été surpris parce que comme tout le monde, j'ai suivi à travers les médias, les uns et les autres s'est prononcé sur la question de changement ou non de la Constitution. Mais forcément, j'ai pas entendu les chefs de l'État sur ces terrains-là. Quand je l'ai entendu parler, je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème parce que c'est président de la République, est quand même un homme d'État. Il est quand même réfléchi. Je me suis dit, mais qui sont les conseillers qui lui donnent ce genre de choses? Qui sont les gens qui lui préparent ces dossiers pour les pousser à tenir ce genre de propos? Parce que ça ne lui ressemble pas. Et ça, ça a été mon premier sentiment. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Le président doit écouter d'autres personnes. Ses conseillers sont en train de lui raconter n'importe quoi. Comment ça, n'importe quoi? Réviser la Constitution? Parce qu'il y a quand même une nette différence entre la révision et le changement. Non. Et là, entendre le président de la République, parce que j'ai lu... Mais ça, c'est des mots, justement. Mais... Quand on analyse, dans l'analyse des discours politiques, quand on analyse les discours du président, le président dit une chose et son contraire à la fois. Ce qui est anormal. Par exemple, justement, les débats sur la révision et le changement des constitutions. La Constitution, les pouvoirs que tient le président aujourd'hui, il les tient de la Constitution. La Constitution est claire qu'il y a des sujets qui sont non révisables. Or, dans les propos du président, certaines raisons qu'il a avancées pour demander la révision de la Constitution touchent à des matières qui sont bloquées par la Constitution. Lesquelles? Par exemple, la question de nomination de gouverneurs. Pour ne pas faire des débats politiques. La question, les pouvoirs des provinces font partie des pouvoirs qui sont bloqués par la Constitution. On ne peut pas les réviser. Or, vouloir nommer les gouverneurs, ça remet en cause l'inviolabilité de ces articles au sein de la Constitution. Et donc, mais vous voyez, restons un peu dans cet exemple-là, parce que pour moi, je trouve que c'est réfléchi. Tout le monde aujourd'hui se plaint de l'administration, de la gestion de nos provinces, les gouverneurs qui ont du mal à gérer. Et ça, c'est une réalité, c'est une vérité. Pourquoi vous voulez pas qu'on puisse améliorer la gestion en touchant sur... La question n'est pas la question de la Constitution. C'est pas la Constitution qui fait la mauvaise gestion dans les provinces ou qui provoque les crises. Ce qui provoque les crises, c'est justement les comportements des hommes politiques et des acteurs. Nos lois ne sont pas mauvaises. C'est les hommes qui les appliquent. C'est exactement ce qu'on fait dire au président de la République. Ce n'est pas la Constitution qui interdit à un gouverneur de bien gérer sa province ou aux députés provinciaux de faire leur travail. C'est tous les mécanismes en amont, déjà en commençant par les élections elles-mêmes, organisées dans des conditions catastrophiques, comme on le sait. Deuxièmement, par la pratique du clientélisme, de la corruption, de l'incompétence qui se trouvent au cœur des institutions. Et je ne peux pas comprendre que le président de la République puisse tenir ce genre de propos sur base de ce qu'on lui a dit. Parce que je connais le président de la République. C'est un homme intelligent, il aime ses pays.
il est sage. Et donc, ça veut dire forcément... Il aime tellement qu'il veut donner à ce pays une constitution adaptée aux réalités de ce pays. S'il veut donner une nouvelle... les limites. Mais voilà les problèmes. Il faut que ses conseillers lui disent de dire exactement les... C'est pourquoi j'ai dit, il dit une chose et le contraire. S'il aime tellement ce pays qu'il est prêt à lui donner une nouvelle constitution, dans ces cas, arrêtons de parler de la révision de la constitution. Il s'agit plus de la révision si on veut donner une nouvelle constitution. Pour moi, c'est l'ensemble de tout cela. Mais qui veut amender, peut-être c'est moi qui ai mal formulé. Ben oui, s'il veut amender, mais il peut pas vouloir juste amender la constitution et toucher et parler comme exemple des articles verrouillés. C'est qu'il y a un vrai problème de communication. Il y a un problème de fond. Et pour moi, c'est que le président de la République est mal conseillé. C'est que les gens autour du président de la République ne font pas leur travail. Je ne suis pas le seul à le dire. Le président de la République lui-même a fait déjà ces constats. Qu'il est mal entouré, que des gens ne s'intéressent qu'à de l'argent. Son propre parti, les militants de l'UDPS n'arrêtent pas de le dire tous les jours. Qu'autour du président, il y a que des gens qui sont intéressés par l'argent. Le président a beaucoup de choses à faire, qu'on arrête de mettre dans son esprit des choses qui sont à la fois contre les intérêts de ces pays, contre notre constitution et contre la propre vision du chef de l'État. Quand le chef de l'État dit, vous avez parlé des articles qu'on touche, mais le chef de l'État était clair. Il dit, par exemple, par rapport au mandat, seul le peuple a le droit de toucher à cela. Et il a raison. Mais effectivement, il a raison. Sauf que... Qu'est-ce que vous lui reprochez? Non, je ne lui reproche pas. Je lui reproche justement d'affirmer une chose à la fois et son contraire de l'autre côté. D'abord, la première chose, le président les fait. La constitution de la République démocratique du Congo n'est pas une constitution faite à l'étranger par des étrangers. On va parler de l'historique. On va y arriver. Mais sur ces terrains précis, le problème c'est que moi, je suis content que le président mette ces sujets autour de la table. D'ailleurs, ça fait partie de sa première campagne. La première campagne du président, il avait soulevé un certain nombre de choses dans la constitution qui mériteraient d'être amendées. Notamment, entre autres, la question de la double nationalité, ainsi que d'autres questions. Des questions de l'efficacité du gouvernement. Ça, c'est un fait. Mais le problème, justement, c'est le timing de cette question. Pourquoi ces questions n'ont pas été abordées pendant les premiers mandats? Ça, c'est Mais il y aura toujours cette question. Si on avait abordé ce sujet vers le dernier mandat de Tshisekedi, on allait lui prêter des intentions. Non. Il aborde ça au premier mandat. Parce que, et au fait, au début de son deuxième quinquennat, c'est un problème. Il n'y aura jamais le bon timing. Si, pendant les premiers mandats, tout le monde est on ne peut pas lui prêter des intentions s'il avait fait pendant son premier mandat. Pourquoi? Parce que les gens n'auraient pas dit, il veut rester au-delà des 2 mandats constitutionnels parce qu'il aborde les sujets au niveau du premier mandat. Un peu comme Kabila avait fait quand il a changé le Non, mais Kabila il avait fait justement, on savait pourquoi, parce qu'il voulait garder les pouvoirs. Mais il a fait ça au premier mandat. C'est pourquoi ça n'a pas suscité. Souvenez-vous que quand en 2015, il a voulu réviser la constitution de nouveau, tu as vu les boucliers qui s'est levé au sein de la population? On l'a mis en échec en 2015. Quand il a changé, il a supprimé les deuxièmes tours pendant le premier mandat, c'est passé facilement. Pourquoi? Parce que les gens se sont dit, OK, c'est pas pour garder les pouvoirs. Mais quand il a voulu refaire la même chose en 2015, tout le monde a dit, pourquoi vouloir changer la constitution? Donc, il y a cette intention en politique et la perception des gens qui est fondamentale. Donc, aborder ces débats forcément lors d'un deuxième mandat, vous ne pouvez pas empêcher les gens de penser que derrière, il y a un calcul politique. Donc, vous êtes en train c'est cela la liberté d'expression. Vous êtes en train d'affirmer qu'on est vraiment dans un débat d'intention. Des intentions. Non, je ne suis pas dans un débat d'intention. Mais en tant que politologue, je dis tout le temps à mes étudiants qu'il faut analyser les discours politiques. Et je dis tout le temps à mes étudiants qui se destinent à la politique qu'en politique, au-delà des discours et des mots, la perception des autres est fondamentale. Parce que les gens agissent en fonction non pas réellement de la vérité et de la réalité, mais en fonction des perceptions qu'ils ont d'une chose. Et ici, forcément, il suffit de regarder les réseaux sociaux, il suffit de passer dans les groupes WhatsApp, il suffit de discuter avec les gens en chemin pour voir qu'aujourd'hui, le débat de la révision ou non de la Constitution est relégué au profit d'un autre débat. Le président veut conserver le pouvoir ou pas. Parce que c'est ça la perception que son discours envoie. Et c'est là où j'ai dit que le président n'est pas bien servi par ceux qui sont autour de lui.
qu'est-ce qui vous avez dit, vos peurs, votre peur, principale peur aujourd'hui, c'est une présidence à vie de Félix Tshisekedi? Non, ça ne me fait pas peur. Bizarrement, ça ne me fait pas peur. Bah oui, parce que tout le monde, parce qu'on venait tout à l'heure de mais dire oui, mais ça, que c'est la perception ce débat des gens. sur la révision ou non de la Constitution, sur le changement ou non de la Constitution est relégué en arrière-plan, et ce qui est mis au premier plan, c'est la durée du mandat du président de la République. Est-ce que ça constitue une peur réelle? Mais évidemment que c'est une peur réelle. Le problème, c'est que... Mais pas pour vous. Pas pour moi. Pour qui alors? Ici, parce que vous faites partie pour les citoyens congolais, pour les citoyens lambda. Il faut pas qu'on se voile la face. Il faut qu'on regarde la chose. Le président actuel fait partie de ces hommes et de ces femmes qui, dans ces pays, ont lutté, défendu, pris des risques pour protéger la liberté du peuple congolais à choisir ses dirigeants. Ils ont lutté pour que la démocratie s'installe dans ce pays. Ils ont lutté contre la présidence à vie, les tendances d'une présidence à vie d'un certain Joseph Kabila. Le président a émis des gages. Et aujourd'hui, qu'avec raison ou pas, qui donne la perception de vouloir faire exactement la même chose contre laquelle il s'est battu hier, ça renvoie forcément une image négative. C'est pourquoi, là où moi je me réjouis, c'est que le président de la République n'a pas pris de décision de facto. Il a dit, il va mettre en place une commission. Mais voilà pourquoi je dis, est-ce que vous, en tant qu'activiste, en tant que politologue, en tant qu'intelligentsia de la République, vous ferez partie, en tout cas, vous pouvez mettre le souhait de faire partie de cette commission pluridisciplinaire pour justement discuter non, c'est de que ça. moi je veux aujourd'hui, si j'ai un message à dire au président de la République, je vais lui dire, monsieur le président de la République, sortez de votre entourage. Allez à la rencontre des vrais Congolais. Ben, c'est ce qu'il a fait à Kisangani, hein. Il a fait, à Kisangani, il n'y a pas un dialogue. Il a parlé justement à cette il y a eu un population. monologue. On ne parle pas avec la population en faisant des discours. On parle avec la population quand on leur donne la parole. À Kisangani, le président a pris la parole. Le président n'a pas donné la parole. La parole, elle ne se donne pas à une foule. La parole se donne comme on est en train de parler entre nous. On a le temps de parler, de se comprendre, d'argumenter, de voir les pour D'où et les cette contre. commission, il va redonner la parole. C'est vrai, il a pris la parole. Là, il compte redonner cette parole à l'élite, aux intelligences. C'est une excellente chose, pays. mais moi Ah j'appellerais le président de la République aujourd'hui. Je dirais au président de la République, mais c'est le président de la République. Vous avez une obligation et une urgence. L'obligation aujourd'hui, c'est de sauver les pays en danger. L'obligation aujourd'hui, c'est pas de mettre en place une commission pour réfléchir sur la Constitution. L'obligation aujourd'hui, c'est de réunir les filles et les filles du Congo pour parler de la paix du Congo, pour parler de l'intégrité territoriale, pour parler des priorités sociales. Dans ces 6 priorités que le président nous a présentées au début de son mandat, nulle part, la révision de la Constitution est mentionnée comme une priorité. Il a 6 priorités. Le retour de la paix, la vie sociale des gens, l'économie. C'est là-dessus, monsieur le président de la République, que vous devez réunir les Congolais pour définir un agenda, pour fixer des priorités. Ceux qui vous parlent de la Constitution sont en train de vous mettre en erreur parce que les informations qu'ils vous donnent ne sont pas correctes. Est-ce que vous êtes politologue, l'intelligentsia congolaise, comme je viens de le dire, l'élite de notre pays? Est-ce que vous êtes aussi professeur? Vous savez que vous pouvez pas dire à vos étudiants que la Constitution, on peut également toucher à la Constitution. La Constitution n'est pas la Bible. Hein. La Constitution n'est pas la Bible, mais l'histoire de la nation et de notre pays. Vous diriez ça à vos étudiants. Mais bien sûr, je le leur dis tous les jours. Alors, pourquoi vous pouvez dire ça à vos étudiants et qu'aujourd'hui vous dites non, il n'y a pas de bon moment. Mais il n'y aura jamais de bon moment si on il y a des bons moments. Si on n'est pas assez courageux. Je l'ai dit que la décision d'une constitution, le changement d'une constitution arrive à des moments clés de l'histoire de notre pays. C'est-à-dire des moments clés, c'est-à-dire où la nation réunie se décide qu'il est temps de prendre un nouveau départ. Réviser une constitution ou changer une constitution n'est pas un acte à la légère. L'histoire de notre nation. Mais le président le reconnaît, il sait que c'est pas un acte qu'il prend à la légère. Justement, mais ce n'est pas. Mais on ne peut pas aborder la décision de changer une constitution au moment où une partie du territoire national est occupée. Rien que cela, en termes d'opportunités et de priorisation des objectifs politiques, pose un problème de fond.
Quand ma maison est occupée, moi, je vais dire, écoute, les voisins occupent ma maison, moi, je vais trouver une deuxième femme. Mais les gens vont me dire, mais quelle aberration. Libérez ta maison, faites de la place à votre prochaine femme. Et ensuite, vous pouvez la prendre. Donc, il y a déjà ça, c'est un premier point. À Kisangani, dans cette ville martyre, moi, j'attendais le président de la République sur la question de l'intégrité territoriale. Moi, j'attendais du président de la République... Il en a parlé. C'est peut-être les médias. Qu'est-ce que les gens en ont retenu? Bah, voilà. Mais en politique, la perception a son importance. Il en a parlé, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de Kisangani? Dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on retiendra du passage du chef de l'État à Kisangani? La révision de la Constitution. On oublie même qu'il a donné 2 500 000 à l'Église catholique pour les victimes de la guerre. Ça, les gens n'en parlent pas. Ça, c'est devenu un petit détail. On oublie que le président de la République a réuni les conseils provinciaux de sécurité pour parler des enjeux sécuritaires. Et même la communication officielle de la présidence met l'accent sur quoi? Donc, on a là un vrai problème de fond. Et c'est pourquoi j'ai dit que à sa décharge, justement, à sa décharge, il est mal entouré. Le président doit chercher des Congolais qui peuvent l'aider à mener cette tâche qu'il a de conduire notre pays à recouvrer son intégrité territoriale, à ramener la paix et à construire une justice sociale digne de ces noms dans ce pays. On va parler de la marge de manœuvre dont disposerait peut-être la société civile pour essayer, allez, entre autres, de peut-être barricader. Mais avant, je veux revenir sur l'historique. Entre autres raisons avancées par le président de la République, c'est que la Constitution n'a pas été écrite par les Congolais, pour le Congolais. C'est une constitution écrite à l'étranger et qui s'adapte pas à nos mœurs. Vous, politologues, retracez-nous un peu l'historique de la constitution de la République démocratique. De 2010, elle date de 2006. De 2006. 18 Écoute, février 2006. Si j'étais le directeur du cabinet du président de la République, après le discours du président, j'aurais limogé tous les cabinets présidentiels. Parce qu'on ne peut pas faire dire au président de la République une contre-vérité à ce niveau. La constitution de 2006 n'a pas été une constitution écrite par les étrangers, à l'étranger pour le Congo. On sort de 1+3, 1+4, 1+3, que sais-je encore. On sort des Sand City. Un moment clé dans l'histoire du Congo, le pays recouvre son unité. Il est question de doter le pays d'une nouvelle constitution pour se tourner vers l'avenir. Et cette tâche a été confiée, suite aux accords des Sand City, au Sénat congolais. Le Sénat était chargé de préparer l'avant-projet de constitution. Le Sénat a demandé l'appui et l'aide des partenaires étrangers, des Nations Unies, qui, à l'époque, il y avait les SIAT qui pilotaient les processus pour consolider la paix et la démocratie. Le Sénat a mis en place, les acteurs ont mis en place un groupe d'experts congolais et étrangers, ce qui s'est fait partout dans le monde, au vu dans la mondialisation, l'une des choses, l'une des disciplines. La Constitution américaine, j'ai pas vu les Américains la Constitution américaine date de quelles années? Demander aux Français, mais peu importe l'année. Mais justement, au sein de la Constitution américaine, on n'a pas vu les Français venir chez nous dire envoyez-nous quelques Congolais. C'est qu'on oublie, c'est qu'au sein de la Constitution américaine, il y a une forte influence britannique et française dans la Constitution sur les questions de droits de l'homme, de la liberté des citoyens. On oublie, on vit dans un monde où on ne vit plus en vase clos. Je continue les processus. Ces groupes d'experts nationaux et étrangers ont travaillé au Congo. Ils ont été à Kisangani, justement, ville martyre. C'est là où je me dis, mais qui sont ceux qui parlent au président de la République? Il était à Kisangani, dans la ville où même l'avant-projet de la Constitution a été mis en place, écrit par le Sénat. Et dans cette ville, le président dit c'est une constitution faite à l'étranger. Mais non, c'était juste il y a un problème de vérité historique. Non, mais on va continuer sur cette vérité historique. Selon vous, peut-être qu'il y a d'autres qui risquent de vous convaincre. Non, les faits sont là. Mais c'est justement, puisque Kisangani était cette ville où tout est parti, que le président a choisi cette ville pour tout recommencer aussi, pour doter le pays. C'est ça aussi la symbolique. C'est ça que je n'arrête pas de dire. Le président, comme tout citoyen congolais, a la liberté d'initier un débat sur notre loi fondamentale. Mais le président, comme le premier citoyen de la République, ne peut pas raconter des choses qui ne sont pas vraies.
Ça veut dire que ceux qui l'ont conseillé sont faux. Oui, au débat sur une nouvelle constitution. Mais non à la déformation de la vérité. La constitution n'a pas été écrite à l'étranger. La constitution a été écrite, réfléchie à Kisangani. Quand le Sénat part en retraite à Kisangani, avec le groupe des experts qui les accompagnent, aussi bien congolais qu'étrangers, ces experts conseillent les Sénats. Parce qu'il faut savoir que les droits est une matière technique, hautement technique. Et donc, le politique a besoin d'une expertise technique pour que la Constitution respecte les normes et les principes. Donc, ces experts n'ont fait que traduire en des langages juridiques la volonté exprimée par les sénateurs à Kisangani. Et puis, la suite du processus, si on veut rétablir la vérité. Le Sénat élabore son avant-projet de Constitution à Kisangani. Quand le Sénat finit sa retraite avec les textes élaborés à Kisangani, le Sénat arrive à Kinshasa et présente ces textes à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale prend même pas les projets. L'Assemblée nationale reçoit l'avant-projet de constitution de la part du Sénat. Le processus législatif se met en place. Ça veut dire que le Parlement transmet cet avant-projet de constitution à la commission des lois, à la commission juridique. Les différentes commissions du Parlement révisent les textes. Il y a des débats en plénière sur cette constitution, sur ces textes, et le Parlement finit par adopter ce qui va être appelé les projets de constitution. Et ce projet est soumis au référendum, est soumis au peuple congolais. Le peuple congolais l'a adopté. On ne peut pas, quand on connaît ces processus, quand on est un président de la République, on ne peut pas accepter que des gens autour du président de la République disent au président que cette constitution a été écrite à l'étranger par les étrangers. Pour vous, la faute, c'est l'entourage du président. Mais bien sûr, le président n'a pas, écoute, le président a des priorités. Non, c'est lui qui lève l'option, c'est lui qui est voté, ce sont pas ses collaborateurs, quand même. Nous sommes en train de parler. Vous n'arrivez pas à vous le donner aussi. Nous sommes en train de parler, vous et moi, ici. Mais vous et moi, nous savons que sans les techniciens, sans tous ces gens autour qui ont préparé ces rendez-vous ne seraient pas ce que nous sommes. Le président de la République a beaucoup de choses à faire. Et donc, ce sont ceux qui lui donnent les informations. Il n'appartient pas au président de la République d'aller faire de la recherche. Ça, c'est mon travail, de chercher la vérité et le fait. Le président de la République doit pouvoir compter sur des collaborateurs intelligents et capables de lui donner. Partout dans le monde, on apporte des fiches de notes au président de la République. Quand le président de la République a ses rendez-vous à Kisangani devant un tas de monde, ses conseillers lui ont préparé des fiches, lui ont préparé des notes sur les faits. Ils savaient ce que le président allait dire comme problème. Donc pour moi, le problème n'est pas au niveau du président de la République. Et les cas, la fausse vérité sur la Constitution n'est pas la seule. Dans les autres domaines où je travaille, sur les dossiers d'Anne Gettler, je suis persuadé qu'on n'a pas donné les bonnes informations au président de la République. Parce que je connais quand même qui est le président de la République. Je connais son amour sur le Congo. Vous l'avez connu peut-être. Je sais qu'il ne peut pas sacrifier. Certains disent, vous l'avez connu à une époque. Un homme ne change pas, c'est un homme d'État, mais c'est le président de la République. Le pouvoir change un homme. Non. Diront certains, vous êtes le pouvoir révèle qui est l'homme, ne les change pas. Et le président de la République a de qui tenir. De son père. Mais bien sûr. En parlant de son père, certains nous brandissent aujourd'hui la volonté de son père quand vous passez à boycotter déjà l'adoption ou l'élection de la Constitution. Il est le fils de son père. Mais je suis bien d'accord. Il est l'héritier de C'est pourquoi pour moi, la question... Tshisekedi, le père n'a jamais caché sa volonté d'abroger la Constitution. Depuis le début, je n'arrête pas de le dire. Oui. J'arrête pas de dire que les débats sur la révision, le changement de la Constitution n'est pas un tabou. On ne peut pas priver à un Congolais la liberté et les droits de vouloir de parler de l'avenir de son pays, notamment des changements des lois. Mais on ne peut pas accepter d'un président de la République de dire des faits, des choses qui sont inexactes. Ça, c'est un point. Le deuxième point sur lequel moi j'insiste là-dessus, c'est que on est en politique. Donc, on est dans les domaines de la perception par excellence et de l'opportunisme politique. C'est-à-dire qu'un débat sur le changement de la Constitution intervienne à la fin, pendant un deuxième mandat. Les débats, on ne vit pas dans les vases clos. Ailleurs, en Afrique, on l'a vu. On a vu que des présidents ont dit,
lors d'un deuxième mandat, la nécessité de changer de constitution et que ça s'est transformé en troisième, quatrième, cinquième mandat. Donc, dans un pays libre comme le Congo, on ne peut pas empêcher qu'un citoyen pense que derrière les discours du président de la République, il y a une volonté de changer la Constitution pour changer les règles et demeurer au pouvoir. C'est normal et c'est naturel. Ceux qui pensent le contraire sont en train de se tromper. De la même manière qu'on reconnaît au président de la République les droits d'initier un débat sur le changement de la Constitution, de la même manière, on doit reconnaître aux citoyens congolais la liberté et les droits de penser que derrière l'intention du président de la République, il y a une envie de conserver les pouvoirs. C'est normal et c'est naturel. Là où ça devient un problème, c'est qu'on veut dénier les droits aux uns de penser et de réfléchir comme ils le veulent et de réserver ces droits à quelques-uns. Est-ce que nous n'avons pas là un président panafricaniste? Nous n'avons pas là notre Lumumba, par exemple, parce qu'il a dit ça ne se fera pas à Nice, mais on créera. Bref, ce panafricanisme, parce que le président ne veut rien de tout ce qui vient de l'étranger. On l'a vu pendant la campagne, les candidats de l'étranger. Là, il est en train de dénoncer tout ce qui se manigance à l'étranger, entre guillemets, contre la population congolaise. Est-ce qu'on ne peut pas se réjouir d'avoir un président qui aime tant nationaliste, panafricaniste? Je suis un citoyen libre. Et je pense que j'adore et j'aime ce pays. Là où on ne me trouvera jamais, c'est qu'il y a 10 ans, j'ai dit un jour à un ami, je ne crois plus au discours des hommes politiques, quoi qu'ils soient. Qui qu'ils soient, je crois aux faits. Et dans ce pays, on a tendance à oublier l'histoire. Être panafricaniste, ça veut dire nationaliste, quoi? Être nationaliste, ça veut dire quoi? Quand aujourd'hui, on vient d'avoir une grande délégation gouvernementale à Washington chez les FMI. Pour faire quoi? Quand ceux qui aujourd'hui parlent des nationalistes et des panafricanistes n'ont pas arrêté de nous dire que les présidents de la République voyagent à travers le monde pour trouver des solutions aux problèmes du Congo. Parler de nationalisme et de panafricanisme veut dire quoi? Quand on a aujourd'hui dans notre sol les forces sud-africaines, les forces de la SADC pour nous aider à défendre notre intégrité territoriale. Parler du nationalisme veut dire quoi? Parler du nationalisme ne veut pas dire vivre en vase clos. Ça veut dire défendre les intérêts du Congo pour les Congo et pour les biens du Congo. Et limiter l'influence extérieure. Ça veut dire traquer ceux qui volent l'argent du Congo. Mais l'influence extérieure, mais l'influence extérieure, oui, c'est limiter ça également, si c'est pas interdire on ne peut qu'être d'accord avec les chefs de l'État s'ils veulent limiter l'influence de l'extérieur. Mais ça, c'est quelque chose qui doit se faire avec et pour les Congolais. Nous devons travailler ensemble pour promouvoir les Congos. Comme je l'ai vu en entrant ici, Pona Congo. Pour les Congos, on doit finir. Et aujourd'hui, notre pays a besoin de cohésion. Monsieur le Président de la République, si vous avez la chance d'écouter cette émission, je vous en prie, réunissez les Congolais. Ensemble, définissons notre avenir. Il m'écoute, il me suit, le président nous écoute. Le président nous suit. Le moment est venu justement de réunir les Congolais, de construire une cohésion nationale. La priorité des priorités, l'unique priorité du Congo aujourd'hui doit être la reconquête de notre intégrité territoriale, la souveraineté de notre territoire. Ça fait 30 ans qu'il y a la guerre à l'Est. Le président en a fait sa priorité dès son premier mandat. Il en a fait sa priorité dès son deuxième mandat. Monsieur le Président de la République, réunissez les Congolais pour que cela devienne non pas votre seule priorité, mais la priorité de tous les Congolais. Là, on aura franchi un pas. Là, on pourra parler du nationalisme. Jean-Claude Poutou, est-ce que vous avez senti, parce que vous analysez également les discours politiques, vous venez de nous en faire la démonstration, est-ce que vous êtes comme certains qui, dans l'analyse du discours politique du chef de l'État qui Kisangani, ont cru déceler une certaine volonté d'un passage en force du président de la République dans ses propos? Vous pensez que Tshisekedi, fils de son père, Tshisekedi de haute mémoire, peut faire un passage en force par rapport à ça? Non, je peux pas lui prêter des intentions. En tant qu'un bon politique, j'analyse les discours. Tout ce débat autour de la révision, autour des intentions. Non, mais écoute, le président de la République est un homme de conviction. Quand il est convaincu de quelque chose,
on se donne les moyens d'y arriver, y compris dans son discours. Et vous pensez qu'il est prêt à tout? Il n'est pas prêt à tout. Le président de la République, s'il veut changer la Constitution, c'est normal qu'il mette toute sa force. Pour moi, la question n'est pas là. La question de l'opportunité, c'est du respect des cadres et des normes. Oui, le président de la République est convaincu. Oui, il a dit sa ferme intention de vouloir changer la Constitution. C'est son droit. Et c'est ces droits-là que je vais, parce que le président est un homme de conviction, il doit aussi savoir que les Congolais est aussi un homme de conviction. Que les citoyens lambda a aussi des convictions. Et comme dans toute bataille politique, le plus important, c'est le respect des normes et des principes. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va passer outre ces différents cadres mis en place pour essayer d'atteindre... Non, quand on attend son discours, il a dit « Je vais mettre en place une commission qui va proposer une constitution adaptée aux réalités du Congo. » Ça, c'est le discours du président de la République. Alors, qu'est-ce que je retiens de ce discours? Oui, le président a dit, et il a répété plusieurs fois, certains pouvoirs, je ne l'ai pas, seul le peuple possède ces pouvoirs. Donc, ça veut dire que il n'a pas dit que je vais créer une nouvelle constitution, je vais le faire adopter par mon parlement réuni, mais il dit le peuple va décider. La seule chose qui importe, c'est que le président de la République doit respecter le peuple. Ben voilà. Doit respecter les procédures qui doivent être mises en place. Si on veut respecter ce peuple, mais revenons aux urnes pour que ce peuple tranche. Mais bien sûr, moi j'ai pas de question à ça. Si le mais donc vous ne comprenez pas ceux qui disent niet, on ne veut rien entendre, on ne veut même pas. Non, mais je les comprends. Non, mais c'est la liberté. Vous ne comprenez pas justement. Si, je les comprends. Je comprends la position du chef de l'État. Parce que le peuple roi, le peuple chef, pourquoi on ne rentre pas vers ce peuple-là pour qu'il tranche? Je comprends la position du chef de l'État. Je comprends la position de ceux qui disent non, ce n'est pas le moment. Finalement, la vie politique. Vous comprenez tout le monde. Hein? Mais bien sûr. Mais on va pas s'en sortir. Hein? C'est mon rôle. Non, mais il faut maintenant qu'on dégage une option. On fait quoi? L'option est claire. L'option pour moi, mon option personnelle aujourd'hui, la priorité n'est pas à la révision de la Constitution. La priorité pour le président de la République, garant de l'unité nationale, c'est de nous ramener la paix à l'Est. Mais là, c'est la priorité de Jean-Claude Mputu. Mais si on veut connaître la priorité de 100 millions de Congolais, on fait comment? Mais on fait comment? Mais la volonté... on rentre aux urnes. La volonté des 100 millions de Congolais est la somme... Les urnes est un moyen de trancher. Mais écoute, comme je dis, malheureusement, on a eu les élections en 2006, non? Tout le monde a dit, on a eu les résultats officiels en 2006. Aujourd'hui, on sait, tout le monde dit, c'était pas la volonté du peuple. On est rendu aux urnes. On a eu des élections en 2011. Tout le monde a dit, c'est M. Etienne Tshisekedi qui a gagné des élections. On a eu un autre président. On a eu des élections en 2023. Combien? 10 jours d'élections? Avec tous les chaos qu'il y a? Avec même le président de la République pour expliquer la révision de la Constitution revient encore au désordre sur les élections, à la validation des mandats, au temps d'arrêt. Et donc, ça veut dire que les élections n'est pas le summum de la volonté du peuple. Les élections n'expriment pour autant la volonté du peuple que lorsqu'elle est précédée par des conditions minimales requises où cette volonté s'exprime librement avec toute conviction dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Avec un territoire occupé, avec la rébellion qui avance, la priorité aujourd'hui pour connaître la volonté du peuple congolais, c'est de ramener la paix. Et d'ailleurs, les chefs de l'État ne s'y trompent pas. C'est pourquoi j'insiste sur les rôles néfastes que jouent des collaborateurs à côté de lui, qui, pensent à leur plate-bande, qui, pensent à leur ventre, alors que le président de la République doit penser à son héritage, au nom qu'il va laisser dans l'histoire. Est-ce qu'il va laisser dans l'histoire du Congo le nom d'un président révolutionnaire qui a ramené la paix ou le nom d'un président qui s'est laissé embarquer dans un débat sur le 3e mandat? Ça, c'est la question et les choix du chef de l'État. Au milieu, on se dit, mais en 2015, là, on va essayer de voir une marge de manœuvre, surtout de la société civile, qui pour la plupart semble être contre l'idée d'un changement, au pire, au mieux même d'une révision de la Constitution. Aujourd'hui, on n'est pas à l'époque de Kabila où l'UDPS était dans l'opposition.
on sent la société civile amputée de cette machine UDPS. Est-ce que la marge de manœuvre est là? Comment vous comptez, je crois au niveau, pas vous en tant qu'analyste, mais vous êtes également activiste, vous êtes dans la société civile. Est-ce que vous pensez que l'actuelle société civile congolaise a une marge de manœuvre par rapport à ce débat? Si on revient dans l'histoire, 2015, 2018, Kabila est au sommet de sa puissance. La plupart de nos collègues sont en exil à l'étranger. Tout le monde s'est dit, mais la société civile est décimée, Kabila va se maintenir au pouvoir. On se rappelle des dialogues de la FINCO, 2 ans de transition. Tout le monde a dit, mais que va faire les uns et les autres? Et le président Tshisekedi le fait. Il était un de ceux qui menaient la lutte et les combats. La société civile congolaise, pour ne pas parler de la population congolaise, est indestructible. Le président et ceux qui sont avec lui connaissent l'histoire de ces peuples et de cette opposition. La société civile n'est pas morte. C'est une constante. La société civile aujourd'hui a une certaine confiance et une certaine patience envers un des siens. Le président Tshisekedi est considéré par la plupart d'entre nous comme un compagnon d'élite. Et nous ne pouvons pas continuer à nous comporter avec lui comme on l'était avec Kabila, parce qu'on s'est dit non, on partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes principes. On ne peut pas croire que le président va violer ses principes. Mais il est un peu sur le même trace que Kabila. Non, vous regrettez un peu? Est-ce que vous regrettez un peu? Ça sera triste. Ça sera triste pour lui. En tout cas, pour son héritage politique. Oui, mais ceux qui disent ça, moi j'attends les faits. Et les débats actuels sur la Constitution offre l'occasion au président de la République. C'est un test grandeur nature pour savoir s'il passe sur les traces de Kabila. Mais bien sûr, on va voir qu'est-ce qu'est le président de la République. Un homme de conviction, des paroles et d'engagement, ou au contraire, un politicien qui est assoiffé de son propre pouvoir. Ça, c'est les tests du président de la République aujourd'hui. Et c'est là-dessus qu'on l'attend. C'est là-dessus qu'on va voir de quoi il est capable. Et encore que Kabila n'a jamais été élu avec plus de 70%. Donc, le président de la République peut se targuer d'avoir, peut se targuer d'avoir cette légitimité populaire. Ah, bah oui, on doit le dire. Vous ne me suivirez pas. Je ne vous suivrai pas sur ces décisions. Mais ce sont parce des faits. Que pour moi, les élections ont été tellement chaotiques que ça a sabordé la légitimité du chef de l'État. Mais justement, toutes les élections ont été catastrophiques et ça, c'est quelque chose d'anormal. Ça, c'est pas quelque chose sur lequel, me disait un jour, tu sais, un homme, un des pionniers de l'indépendance, pour ne pas citer son nom, M. Ngoulou, m'avait dit un jour, vous savez, dans nos pays, la seule légitimité qui compte, ce n'est pas celle des urnes, parce qu'on sait comment les élections sont organisées. C'est pas celle des discours. On sait que les hommes politiques sont friands des bons discours. La seule légitimité qui compte, c'est celle des actes et des résultats sur le terrain. Cette légitimité-là, elle ne trompe personne. Et aujourd'hui, le président de la République doit bâtir sa légitimité sur ses actes, sur ses actions. Est-ce que les organisations de la société civile, je reprends un peu ma question, n'ont pas perdu quand même de leur superbe quand on voit ce qui se passe en leur sein, notamment les transhumances? On a vu certains quitter telle structure pour adhérer à tel parti, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir. Est-ce que ça n'a pas décrédibilisé Mais bien sûr, l'action, toute la nation congolaise est en crise. On ne peut pas le cacher. Et la société civile fait partie de la nation congolaise. La classe politique est en crise. On voit les transhumances, on voit les discours, on voit les priorités changent. On retrouve la même chose dans la société civile. Mais au sein de cette société civile, comme au sein de la classe politique, je continue à croire qu'il y a encore de vrais nationalistes qui aiment ces pays et qui s'engagent pour que réellement ces pays connaissent un avenir meilleur. Et j'ose croire que le président de la République fait partie de cette classe-là. Les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir vont nous révéler, en fait. Pour moi, ce débat sur la Constitution va être le révélateur de qui nous sommes. Si aujourd'hui, si demain, on arrête des gens parce qu'ils sont contre la révision de la Constitution, ça sera le révélateur que le régime est sur une mauvaise voie. Si demain, on laisse les gens s'exprimer,
on laisse les gens parler, discuter librement, on aura dit, le Congo a franchi une nouvelle étape, l'étape dans la démocratie et la liberté d'expression. Je ne suis pas, madame, je n'ai pas une boule de cristal, vous non plus, pour prédire l'avenir, mais allez, on va faire une politique fiction. Je ne sais pas si vous enseignez ça dans il y a les cours de prospective politique voilà. qui Alors, existent. admettons qu'on se réveille un jour, Tshisekedi, fort de cette légitimité, quoi que vous décriez, mais les faits sont là, de cette légitimité sortie des urnes, on se dit, ça y est, après cette commission, il y a un avant-projet de loi par rapport à la Constitution. On soumet ça au référendum. Vous faites quoi? Moi, je fais quoi? Moi, je pense que aujourd'hui, la révision, les changements de la Constitution n'est pas ma priorité. Moi, vous faites quoi quand le jour où vous êtes devant votre télé, vous entendez cela? Vous faites quoi? J'utiliserai ma voix pour dire non à une telle initiative. Et le peuple congolais se prononcera. Voilà pourquoi on demande qu'elle prononcera de quelle façon. Vous attendez à une violence où il y a le référendum, une manière démocratique. Je suis foncièrement un homme pacifiste. Je suis foncièrement un homme de paix. Et c'est pourquoi, quoi qu'il en soit, je n'encouragerai jamais ni une rébellion, ni une révolte armée contre ce pays. Le peuple a des moyens pacifiques de protester et ça sera toujours ma priorité. Si on vous appelle dans la commission pluridisciplinaire pour participer à apporter votre pierre, vous serez dispo? J'irai et je dirai ma position. C'est ma liberté d'expression en tant que Congolais. L'avenir du Congo n'appartient à personne. Elle appartient à 100 millions de Congolais et chaque Congolais a son mot à dire. Et le président de la République le sait. C'est pourquoi il doit réunir la nation, non dans un intérêt égoïste, mais pour l'avenir de ce pays. Jean-Claude Poutou, je suis très heureux de vous retrouver, en tout cas à la maison. On continue les débats, il faut nous appeler, écrire, hein, surtout ceux qui nous suivent sur YouTube pour laisser vos commentaires, vos réactions, mais également essayer de partager parce qu'on veut avoir un débat sain. Il n'y a pas de tabou quand même, on est en démocratie. Évidemment. On doit devoir discuter de tout, peut-être avec passion, peut-être sans passion aussi, avec intelligence. Il ne faut pas qu'on ait peur d'aborder tel ou tel autre sujet, mais toujours dans le respect quand même du pays, de la nation, des uns et des autres. C'est notre héritage national et l'héritage de l'IDPS. On ne va pas le trahir. Votre mot de la fin, on va clôturer. Merci de m'avoir invité, mais surtout, merci au président de la République d'avoir lancé un débat qui suscite des passions. Et j'espère que le président de la République a en tête une seule chose, l'unité et l'avenir de ces pays, et pas des calculs politiciens pour conserver les pouvoirs. Si tel est le cas, il le sait, il trouvera des Congolais dressés contre lui. Si sa volonté, c'est l'avenir de ces pays, il trouvera des Congolais qui marcheront avec lui. Je vous remercie encore d'avoir répondu à notre invitation. Ben, écoute, c'en est fini pour notre numéro de Dites-nous la vérité. On se retrouve très prochainement. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, mais également de suivre régulièrement, massivement chaque jeudi, 21h15, notre émission sur B1 Télévision. En attendant, on vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Le débat continue. Plusieurs émissions avec plusieurs acteurs autour de cette problématique, autour de cette question liée à la révision ou pas, au changement ou pas de la Constitution en République démocratique du Congo. Alors, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.